durable. Sortir un petit peu des frontières françaises, on va aller voir ce qui se passe un petit peu en Belgique, donc partie francophone, sud de la Belgique. Et on va remonter un peu le temps, puisque là on est sur un des rares essais longue durée qui est mené sur la partie ardennaise, avec un essai sur un appauvrissement au départ en potassium des sols, suivi d'un réenrichissement, donc là, des travaux qu'on mène avec les collègues au centre de Michamp, qui est un laboratoire d'analyse agricole et qui dépend également de l'Université catholique de Louvain. Donc voilà. En introduction, un constat, un petit peu comme partout, on en a déjà touché un petit mot, les teneurs en potassium des sols, on remarque un appauvrissement global, principalement sur les terres de culture et sur les terres de prairies temporaires où on va réaliser beaucoup de fauches et donc énormément d'exportations. Je vous invite à lire cette brochure qui est réalisée par Equasud, qui est en gros une association qui regroupe tous les laboratoires d'analyse au niveau francophone, et également la partie luxembourgeoise. Nos amis luxembourgeois ont également intégré leur réseau Equasud. Et donc on avait installé un essai dans les années 80, on est en 84, les scories potassiques vont probablement disparaître, on était sur ces grandes questions. Et donc quel est-il devenir de la fertilisation potassique si on limitait finalement, ou qu'on stoppait ces apports. Et donc, l'essai a été implanté sur une prairie et dans l'idée d'y faire des rotations. Au départ, on était en bande, 4 bandes avec potassium, 4 bandes sans potassium. On est sur du potassium minéral, on est sur du chlorure de potassium. C'est longue durée et donc évolution des protocoles. On a essayé de remonter un petit peu le temps. Vous imaginez la quantité d'informations qu'il y a. La quantité de données, parfois retrouvées sur des formats informatiques différents, sur des versions papier, puisque le format informatique n'était pas encore de manière visuelle à cette époque. Et donc, un travail considérable qui est vraiment intéressant à mener, et des évolutions sur le terrain, puisque on a lancé dans les années 90 de l'agroforesterie, donc on a dû consacrer une des bandes à l'implantation d'une haie multirang. Et donc au final, on se retrouve avec un protocole qui a évolué, et aujourd'hui, on est sur des bandes et des parcelles qui ont été réenrichies depuis 2010. Donc on est toujours sur de l'azote, du potassium minéral en chlorure, et on se retrouve avec maintenant une multitude de parcelles sur les bandes du départ sans potassium qui sont progressivement réenrichies. Donc on va voir un petit diagramme après. Quelques synthèses ont été réalisées en 94 par un collègue Franken, un TFE de Jean-Bernard Billen. Et en 2024, voilà, on va essayer cette année avec les collègues de rentrer une 3e synthèse qui est en cours de rédaction, puisqu'aujourd'hui vous n'allez voir que les premiers prémices. Alors la photo de gauche en 94, on devine plus ou moins les bandes. La photo de 2023 est beaucoup plus précise, où là on revoit les bandes complètes qui ont toujours eu du potassium, 200 unités, et ces bandes ici qui n'en avaient plus et qui sont réenrichies progressivement depuis 2010. Et si on regarde sur la photo suivante, qui est une photo aérienne de 2022, on remarque assez vite les différents gradients. Donc là, vous êtes sur une parcelle 0 potassium depuis 84, réapport de 100 unités, 200, 300, 400 unités de potassium. Alors c'est énorme. Mon collègue Gératier a déjà cité l'impact économique, 400 unités de potassium, personne ne fait ça, on s'en rend bien compte. Ici, c'était dans le cadre d'un essai. Qu'est-ce qu'on remarque ? Là, vous voyez un petit peu la différence au niveau des pissenlits. Donc la flore est vraiment un gros impact. Il faut savoir que dans les Ardennes, le pissenlit, c'est une plante très très commune. On remarque des impacts sur la teneur en légumineuses. J'aurai l'occasion de vous en parler, j'espère, une autre année, peut-être au sein de la SPF. On remarque des impacts, bien entendu, sur les rendements et sur la résistance aux sécheresses et autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça ? Les collègues avaient déjà remarqué que les premières tendances à la diminution se marquaient seulement en céréales à partir de 91, 91. En 2003, sur les fourrages. Donc, on est plus de 20 ans après. Donc, voilà, alors on parlait tout à l'heure du temps qu'il faut pour appauvrir un sol. Sans apport, un peu plus de 20 ans pour que ça se remarque
de manière significative sur les fourrages. Donc depuis 2003, on a commencé à réenrichir notre sol. On est parti sur une base du rendement K200 historique. On l'a pris comme référence et on remarque en fait que le traitement zéro, il diminue de manière constante et en moyenne, on a perdu 65% du rendement matière sèche. Depuis 2010, on réapporte et on remarque que très très rapidement, quasiment de manière systématique et immédiate, les apports de potassium se marquent par une augmentation importante du rendement matière sèche. Alors là, c'est que le rendement matière sèche, il y a plein d'autres données qu'il faudra aller regarder un petit peu plus loin. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on n'arrive pas à revenir au rendement K200 de départ. En moyenne, on n'y est pas. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que sur le rendement, si on regarde, on est en moyenne à 8 tonnes, 8 tonnes et demie de matière sèche sur les 10-15 dernières années. Donc c'est une fertilisation quand même relativement importante, des rendements importants. Si on regarde au niveau du sol, alors là je m'excuse pour mes collègues, tous les collègues français ici, c'est pas du tout les mêmes normes. On est déjà en milligrammes par 100 grammes de sol sec. C'est une méthode à l'EDTA, tamponnée à pH de 4,65, donc c'est une méthode traditionnelle Grand-Duché ou Wallonie. On part de teneur de 32 mg dans le sol. En 2011, le K00, 3,86, donc on est bien en dessous des normes. Le K200, 15,9. Donc premier constat, même 200 unités de potassium apportées chaque année, ce n'est pas suffisant que pour maintenir la teneur du sol de prairies temporaires hors de culture. Et en 2023, ça a encore chuté, donc on est un peu plus de 10 ans plus tard, la teneur du sol diminue encore, 7,86. Donc important de voir que le rendement baissé, que 200 unités de potassium, ce n'est pas suffisant, et que le réenrichissement finalement en potassium, c'est des effets immédiats, mais qu'on n'arrive jamais, comme je vous l'ai dit, à revenir à notre niveau de départ. Si on veut tenter de réenrichir le sol, il faut monter à des doses de 3 à 400 unités de potassium par hectare et par an. Donc autant vous dire qu'au niveau du calcul économique, c'est hyper compliqué. Les perspectives, la modification du protocole, on va réenrichir nos bandes K200 par pas de 50 unités, donc on aura toujours les K200-200, puis 250, 300, 350, 400. Et on a intégré un témoin matière organique. Il faut savoir que de manière historique, ne travaille pas trop avec la matière organique. C'est quelque chose qui va revenir. On va partir sur des doses de fumier à l'hectare. On va partir sur 35 tonnes sur la partie 0, 17 sur la partie avec 200 unités. Pourquoi des différences et partir sur un tonnage? C'est parce que c'est parfois compliqué d'avoir les valeurs minérales, donc les valeurs fertilisantes du fumier dans les temps pour les appliquer judicieusement. Alors, bien évidemment, plein d'autres résultats sur les valeurs alimentaires, sur les indices de nutrition, sur les couverts végétaux. Donc là, vous avez vu l'impact sur le pissenlit, on verra l'impact sur les légumineuses, mesuré par les méthodes de B% ou G%, qu'on pourrait expliquer plus tard, mesuré également systématiquement sur chaque coupe par infrarouge. Donc ça, c'était une méthode qu'on avait mis en place avec Virginie de Crayonnard et Didier Stilman du CRAW. Un focus particulier qui pourrait être fait aussi sur les années sèches et aller plus en détail sur les analyses de sol, puisque là, il y a des impacts sur le pH, sur le phosphore et également sur les oligo-éléments. Et tout ça pour essayer finalement de réadapter, de republier des conseils au niveau de la fertilisation, puisque finalement, assurer aux générations futures la fertilité optimale des sols, c'est un vrai défi à relever. Mais on n'oublie pas qu'on est dans un contexte plutôt favorable à la réduction des intrants, malheureusement, et à la réduction des apports de matière organique. Donc ça va être vraiment compliqué, je pense, de maintenir des sols en parfait état de fertilité quand on pense réduction d'intrants et réduction de matière organique. Ben voilà, je vous remercie. C'était un peu un honneur de clôturer cette session et on va répondre aux questions avec mon collègue ici. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, alors des questions. Je vois déjà une lever.
Donc on a 5 minutes de questions sur cette présentation. Bonjour, Pascal Faure, Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. J'ai discuté avec vous tout à l'heure devant votre poster du niveau de fertilisation azotée, 80 unités sur la première coupe et 60 sur les suivantes. Ouais. Du coup, là, je suis interpellée par la dose de... Enfin, vous m'avez dit que ça correspondait aux pratiques locales aussi. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que 35 tonnes de fumée par hectare sur des prairies, ça correspond aux pratiques locales aussi? Non, on force un peu la dose. Il faut savoir que la région où on est sur des densités ou un chargement à l'hectare de 2,1. Donc le plateau de Bastogne où on est situé, c'est une des plus grosses, des plus grosses régions avec un chargement hyper important. Donc on est sur des bovins viandeux, de type blanc-bleu, sur stabilisation paillée, donc des quantités de fumier, il y en a. Donc 35 tonnes, quand on respecte la législation, on peut monter théoriquement jusqu'à 42 tonnes hectares. Oui, Luc Delaby, sur un essai d'une aussi longue durée, vous pouvez essayer de faire le bilan en fait entre ce que vous avez exporté. Vous retrouvez effectivement l'exportation qui fait que vous perdez chaque année beaucoup de potassium. Oui, on C'est pourra cohérent, je veux dire, ou est-ce qu'il y a du ruissellement, des pertes éventuelles non quantifiées liées à autre chose qu'à l'herbe qui est exportée? Ouais. Alors, ces bilans avaient été faits dans les travaux précédents et on doit continuer. Ici, ça a été déjà une montagne de travail de pouvoir réunir et de remettre finalement un petit peu tout en ordre de marche. Et là, il va falloir qu'on s'attaque justement à faire ces bilans, ces entrées, ces sorties, pour voir un petit peu justement au bout de 40 ans où on en est. Et c'est quelque chose qui sera fait, j'espère, dans l'année 2. Il y avait de la fauche, ouais, c'est quasiment exclusivement de la fauche. Donc c'est assez facile puisqu'il y a des analyses systématiques. Il y a parfois que pour les dernières coupes, quand on est au mois d'octobre, où c'est une coupe de nettoyage de 800-900 quilotonnes de matière fraîche, où là on n'a pas la valeur alimentaire de l'herbe, mais on peut l'estimer. Simplement. Ça paraît énorme pour la bonne exportation. Ouais. Et une question pour François par rapport à ta relation. C'est l'azote ou potasse ou phosphore du sol et indice là. Je semble dire qu'il y a une des deux où c'est pas très joli. Si on peut revenir dessus, mais en fait, t'as un super effet année, la relation elle est belle en intra-année. Et ça nous interpelle sur justement le problème de l'année et de la validité de l'indice, quoi. Sur le quoi, le phosphore ou la potasse? La potasse. C'est catastrophique en intra-année. Ah oui, il n'y a pas de... La droite rouge et la droite bleue sont l'une en dessous des autres, c'est pas fantastique, mais bon, en biologie. Donc ça veut dire que selon les années, ta relation, elle est... Enfin, je pense que la pente, elle est à peu près pareille, mais le delta à l'origine n'est pas le même. Oui, après, est-ce que ça veut pas dire que les indices, comme tu le suspectais d'ailleurs sur les 2 années... Oui, c'est pour ça j'ai laissé le 2022, mais à mon avis, les indices 2022... Ils sont pas, normalement, on n'aura peut-être pas le droit de les faire, à la limite. Regardez, voilà, dans les pubis, c'est bien marqué, voilà, les indices, c'est la méthode, on doit prélever en conditions poussantes, et voilà, pour nous, on a prélevé pour faire les indices à la base. Donc, j'ai fait. Oui. Pardon? Vous essayez de trier, n'analyser que les graminées dans des échantillons. Ah oui, après, il y a aussi l'idée légumineuse. Mais là, normalement, c'était... Enfin, bon, du coup, on a corrigé les... Et après, les échantillons, à la base, ils n'étaient pas faits pour faire des indices. Ils étaient faits surtout pour faire les valeurs alimentaires. Voilà, donc après, on a... Oui, bonjour. Pareil, moi, dans la continuité, donc Pascal Ferrer-Inrae, vous n'avez pas présenté les résultats sur la composition botanique, vous l'avez fait? Oui, elle a été faite, mais bon, enfin, je l'ai dit, c'est pas dans le... Voilà, mais juste, juste rapidement, est-ce que par rapport avec le recul, est-ce que cette faible fertilité haute, c'est pas une des conditions aussi du maintien d'une forte diversité biologique? Ah oui, après, il faut voir, effectivement, je pense s'il n'y a pas des interventions ou des articles, j'ai vu sur l'effet de la fertilisation sur la biodiversité, oui. Après, oui, voilà. C'est juste ça qu'il y a des contraintes aussi. C'est juste simplement par rapport aux enjeux actuels. Enfin, je veux dire, après, il y en a qui n'ont pas de contraintes, qui potentiellement
n'ont pas de contrat ou d'engagement à ne pas fertiliser, donc éventuellement pour eux, toutes ces prairies n'ont pas de ces contraintes-là, mais effectivement, le fait de fertiliser peut-être diminuerait la... Ouais. Parce qu'en moyenne, c'est des prairies riches, oui. C'est juste pour rappeler quand même que Oui. un des grands enjeux aussi qu'il y a à l'échelle territoriale et à l'échelle européenne, c'est de maintenir une certaine biodiversité. Donc, voilà, donc les messages que vous envoyez, souvent on les prend comme des alertes où on perd de la fertilité, on va perdre de la biomasse, on perd de la MAP et autres, mais le message pourrait être fait à l'inverse, on gagne aussi énormément de choses. Et ça a une valeur. Et du coup, ça peut être extrêmement intéressant de réfléchir et de raisonner quel est le niveau d'intrants que l'on devrait mettre, non pas forcément pour retrouver les fertilités qu'il y avait une époque et il faudrait voir pourquoi on avait ces niveaux-là, mais simplement de dire de maintenir justement cette biodiversité ou de la favoriser. Et c'est un tout autre message que l'on a en retour. Oui, tout à fait. Mais bon, après, quand on regarde entre la flore, parce que là, toutes les parcelles quasiment sont très peu fertilisées. Et on a une diversité, notamment des taux de légumineuses qui peuvent être variables, pour approfondir les aspects flore. Et après, bon, ça peut servir aussi l'idée, c'était peut-être aussi de donner des éléments pour chiffrer un peu le coût de ce maintien de la diversité. C'est ce que perd l'agriculteur en ne fertilisant pas, et puis ce qu'il faudrait, voilà, ça peut être ça aussi. Le but, c'est pas forcément de dire pour amener... Le message, c'est qu'il ne perd pas forcément. Voilà. Il peut gagner aussi sur des valeurs qui ne sont pas forcément de la production et de la manie. Enfin, bon, c'est une discussion qu'on aura demain pour les savoir. Alors, merci. Après, oui, ça peut être aussi un truc, dans les pistes de valorisation, c'était un des objectifs éventuellement de mettre un peu un label, de vendre un peu la diversité. C'était un des aspects aussi. Alors, tout le monde est passionné, c'est passionnant. Et merci à tous. Alors, on avait pris un peu de retard et évidemment, on n'a pas regagné. On a du temps. Oui, il y a un stylo qui est perdu. François. Alors, on avait prévu une discussion générale jusqu'à dans 3 minutes. Donc, on peut quand même avoir une petite discussion générale. Pour se garder quand même un petit peu de temps de pause avant l'Assemblée Générale, auquel vous êtes tous invités, hein, il vous l'a dit tout à l'heure. Comme vous étiez super motivés, y a-t-il des questions, des envies de discuter sur ce qu'on a abordé aujourd'hui? Donc ces 3 sessions, adaptation aux aléas climatiques, production fourragère et puis fertilisation, qui étaient dans la partie quoi de neuf dans le monde des fourrages et des prairies. Vous avez discuté mieux quand il n'y avait pas de contraintes qu'on dit que maintenant c'est discussion générale. Est-ce qu'il y a... C'est vrai que on reste peut-être marqué par les dernières présentations avec les questions de fertilisation où le P et le K sont vraiment très importants à traiter en plus de l'azote. Oui. Donc, Christian Nicolas, dans les résultats d'utilisation des fourragères, dans les résultats des fertilisations des fourragères, on explore rarement l'équilibre des flores, et je pense que c'est un élément important, notamment sur la qualité du fourrage, et je trouve un peu dommage de ne pas avoir cette analyse-là un peu en standard. Voilà, c'était une remarque. C'est toujours cette difficulté, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. On a déjà essayé de le prendre en compte, j'ai pas su présenter ça au niveau du pourcentage de légumineuses, de l'évolution, puisque la méthode des G%, c'est une méthode de prélèvement de poignées qui permet donc de déterminer la proportion de chaque espèce dans le rendement. Et alors, ce qui va venir aussi, on n'en a pas du tout parlé, c'est l'impact sur la vie biologique du sol. Donc là aussi, on va essayer d'amener ces mesures, puisqu'on est sur des tailles de parcelles relativement petites, on est sur 50 mètres carrés, mais on va pouvoir dégager des places sur le côté pour vraiment faire comptage de vers de terre, des ismos, toutes sortes de méthodes qui finalement, dans les années 80, nous passaient un petit peu au-dessus, puisqu'on était quand même, rappelons-le, même si j'avais 1 an à l'époque, mais dans un contexte complètement différent, où finalement, en Ardennes, le but était d'augmenter la production des prairies temporaires de fauche, où on partait
d'un 5-6 tonnes, et on est monté jusqu'à 12-13 tonnes, alors avec des quantités d'azote qu'on n'ose même plus présenter maintenant, des fourrages qui étaient bleus et plus verts, mais voilà, c'était une autre époque. Ouais, voilà. Je sais pas. Moi, je voulais poser une question aux collègues qui ont parlé de ressources fourragères arbustives. Vous avez parlé à un moment donné de ressources gratuites. Et en fait, rien n'est gratuit dans ce monde-là. Donc, à partir du moment où les feuilles sont mangées par des animaux, il y a un déficit forcément de production d'arbres ou quelque chose. Donc, je voulais revenir un peu sur cette... Enfin, vous poser la question. Quand j'ai utilisé la notion gratuite, c'est par rapport aux éleveurs. Donc, des fois, les éleveurs de race locale, ils ne vont pas se soucier de la nature ou de la biodiversité ou de l'environnement et tout. Donc, ils exploitent d'une manière plus ou moins anarchique les ressources naturelles. Le but final pour eux, c'est de produire, c'est d'avoir un veau chaque année, c'est d'avoir de la rente, on va dire comme ça. Et donc, après, il y a les forestiers, il y a les protecteurs, les gens qui travaillent au PNEC, et il y a un peu les scientifiques qui essaient un peu de vulgariser de nouvelles techniques, d'attirer l'attention à ces éleveurs qui vivent dans la zone, qu'il faut faire quand même, entre le souhaitable et le réalisable, il faut faire un compromis. À un moment ou à un autre, il faut céder, il faut laisser la nature prendre le dessus afin de continuer et de vivre d'une manière durable avec... Donc rien n'est gratuit, c'est gratuit pour eux, mais ce n'est pas toujours gratuit pour les autres acteurs, on va dire, de l'environnement. Merci pour cet éclaircissement. D'autres commentaires, d'autres envies de partager quelque chose? J'avais plus une réflexion, je voyais, par rapport à l'appauvrissement des sols et les limites sur l'apport de matière organique, certes, et sur les engrais minéraux. Alors, on discutait ici avec Sébastien, c'est vrai que quand on voit les essais en Belgique avec l'appauvrissement du sol, je trouve qu'il y a quand même un point essentiel, c'est que tout était fertilisé à l'engrais minéral, qui fait que, en fait, automatiquement, puisque c'est l'azote qui est facteur limitant, on a boosté énormément la production d'herbes avec l'azote, qui a eu pour effet l'appauvrissement derrière, ce que pour compenser les exportations en potassium dont on parlait avant, ici on se retrouve à devoir mettre 400 unités vu la quantité d'herbes produites. La réflexion de la fertilité, elle devient tout autre si on a une fertilisation basée sur la matière organique. En fait, si on apporte du fumier, en moment, certes, la quantité d'herbe va plafonner, on n'augmentera plus les niveaux de production, mais avec une matière organique relativement bien équilibrée, automatiquement, on ne peut pas appauvrir le sol. En fait, la plante va juste prélever ce qu'elle peut prélever. En fait, l'azote, en étant un facteur limitant, va limiter la production et on n'aura pas de décalage entre du moins faible, entre les apports et les exportations. Donc ici, en fait, la grosse question qui est liée à ça, c'est vraiment l'apport dans le cadre ici, c'est un autre contexte, en fait, mais de surfertilisation à l'azote minéral, c'est quand même un des points essentiels. Et sur la partie flore et fertilisation, de fait, on en reparlera demain, mais je suis preneur si vous avez des... Nous, on n'avait pas les moyens de faire ça, mais alors on a plein d'échantillons d'herbes type indice de nutrition avec des analyses sur des prairies à flore diversifiées, avec comme réflexion, quand on les a pris, comment retraiter avec un type d'indice, mais est-ce qu'il faut corriger les équations, corriger les références et les seuils, mais pour essayer d'avoir une réflexion sur les indices qui permettent à ce moment-là de maintenir la diversité floristique. On n'a pas les moyens, on a les échantillons, on a les analyses, mais il faut pour les traiter. Un petit commentaire sur la fertilisation potassique. Est-ce qu'il n'est pas souhaitable que les collègues qui travaillent sur ce sujet puissent faire un parallèle entre le niveau d'apport de potassium et la composition floristique? Vous connaissez de voir quelles sont les plantes indicatrices de la fertilité potassique. C'est très important quand même en termes de comparaison, pour qu'à l'œil nu, que les gens puissent avoir une idée directement de la fertilité à partir de la composition floristique. Merci. Si, il y a moyen de le faire. Alors, par rapport à ce qui a été pris
dans les années 80, 90 et 2000, malheureusement, je ne sais pas revenir en arrière. Donc, depuis 2015, on a une partie des échantillons. On a fait, comme je vous l'ai dit, des analyses de flore qui ont été faites. Mais imaginez bien que la quantité de données est tellement monstrueuse qu'il faut y avancer pas à pas. Et donc, là aussi, on ne sait jamais. On est dans une école d'agriculture, il n'y a plus trop d'étudiants, mais on peut faire passer qu'il y en a toujours la possibilité d'avoir un gros jeu de données pour traiter et exploiter. Donc n'hésitez pas à relayer auprès des étudiants, mais c'est clair que ça sera fait. Et les caractères indicateurs, ça se marque essentiellement chez nous, en Ardennes, sur le pissenlit, pas tellement sur le rumex et sur les légumineuses. Donc ça, voilà, à l'œil nu, en vous baladant, au niveau de la flore, vous pouvez repérer ça. Et alors, malheureusement, de manière très néfaste sur les maladies. Donc là aussi, en fin de saison, vous avez un gros impact au niveau maladie sur les parcelles qui sont très peu fertilisées en potassium. Au niveau champignons, les attaques de rouille et tout ça sont très importantes. Merci. S'il y a encore quelques questions, commentaires, je tourne dans tous les sens. Oui. Je reviens sur mes collègues aériennes qui ont exposé. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le disponible fourrager herbacé dans la zone exploitée? Parce que quand on dit qu'il y a un déficit fourrager, on peut quand même quantifier. On a combien de tonnes de matière sèche par hectare en termes de fourrage herbacé pour qu'on parle réellement de déficit. Sur le plan scientifique, c'est quand même très important. Surtout que c'est un travail qui est organisé, qui est traité par un doctorant. C'est quand même des informations à apporter. Merci. Donc, sachez, monsieur, que bien sûr, une estimation de la biomasse produite par saison et par, on va dire, par espèce ou par parcelle a été faite. Donc, il ne peut pas valoriser ou il ne peut pas envisager une valorisation sylvopastorale dans une zone où il ne va pas estimer les quantités. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure d'un déficit fourragère, je n'avais pas l'idée de la zone. Je n'ai pas visé la zone, c'est-à-dire l'Aulnay, il y a un déficit fourragère. L'Aulnay, c'est une zone où il y a une offre fourragère très importante, mais j'ai aussi expliqué que c'est une zone qui est protégée. Donc on a quand même certaines limites en matière d'utilisation de ce fourrage. Ce n'est pas une prairie naturelle, mais c'est une réserve de la biosphère. Et quand en Algérie, c'est-à-dire je parle au nom de mon équipe ainsi que les équipes qui travaillent en production animale, quand on parle de déficit alimentaire, on ne vise pas la zone humide de Tarf. La zone humide de Tarf, c'est une zone là où il n'y a pas vraiment un déficit alimentaire, c'est-à-dire fourrager. Le déficit fourrager, c'est dans d'autres zones, là où il y a peu de précipitations. L'idée, c'est quoi? C'est que nous avons un laboratoire naturel et on essaye de trouver les espèces qui s'adaptent dans ce laboratoire naturel, c'est-à-dire des espèces arbustifs, herbacées ou même arborées, qui poussent d'une manière naturelle et qu'on pourra les exporter dans une autre zone, on va dire, qui ont un peu de difficultés en matière sol ou climat, pour tout simplement contribuer à limiter, on va dire, à corriger ce déficit fourrager. Est-ce que vous m'avez compris ou non? Est-ce que c'est clair l'idée ou non? Donc, le déficit, ce n'est pas par rapport à une zone spécifique qui est l'Aulnay. L'Aulnay, c'est une zone... Oui, bien sûr, on estime dans un cadre ou dans un projet de valorisation sylvopastorale, l'estimation des quantités ou des biomasses produites, c'est-à-dire dans les différentes saisons et sur plusieurs années, c'est-à-dire c'est quelque chose d'obligatoire. On ne peut pas valoriser quelque chose sans estimer la quantité produite à l'état naturel. Ça, c'est fait, mais je peux vous donner par la suite, si vous voulez toujours continuer le contact, je peux vous donner les résultats quantitatifs. Mais ces résultats quantitatifs ne représentent jamais un déficit pour cette zone. Le déficit, c'est à l'échelle un peu nationale, là où il y a l'élevage. C'est-à-dire dans les zones de Tel jusqu'à la zone méditerranéenne nordique. On ne parle pas de Sahara, puisque ça, c'est un autre contexte d'élevage. Donc les autres zones, surtout la steppe algérienne, qui souffrent d'un déficit, d'une érosion du sol, d'un déficit hydrique accru ces dernières années. Donc on a un élevage surtout au vin très important, mélangé avec du bovin dans certaines zones. On essaye de contribuer, nos scientifiques, à donner ou à proposer des solutions aux éleveurs, des espèces
qui sont qui ont un potentiel nutritif élevé et qui peuvent résister à certaines conditions pour améliorer ces zones. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à votre question ou vous avez encore quelques... Ok, merci, en tout cas, c'est très intéressant. On peut peut-être clôturer ici la discussion et donc l'après-midi. Donc là, on a le droit à une petite pause